éclairer, si tu me le permets, je n'ai pas encore véritablement eu le temps de parler du discours du président. Parce qu'il faut qu'on en parle et il faut qu'on éclaircisse beaucoup de points à certaines personnes qui ne comprennent pas, qui peuvent se laisser manipuler par l'opposition parce que l'opposition nous a dit comme ça que le discours du président était vide de sens. Il n'y avait rien, c'était un contenu vide. D'accord. Mais moi, je crois que cette question-là, elle est constitutionnelle et tout le monde le sait. Et je crois que depuis 2017, le président Alassane Ouattara, chaque année, il sacrifie à cette tradition-là. Venir parler, venir faire l'état des lieux, l'état de la nation devant le Congrès. Le Congrès, c'est les deux chambres réunies, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, le 18 juin, le président Alassane Ouattara, il a réuni le Congrès et il a allé faire l'état de la nation. C'est-à-dire que ce qu'il a déjà fait et ce qu'il reste à faire, les perspectives, et il a touché tous les points. Parce que quand un président est élu, c'est sur la base d'un programme. Mais ce programme-là comprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facettes. Et donc, dans ces différents domaines-là, tu dois venir expliquer qu'est-ce que tu as pu faire dans ces domaines-là pour les populations. Et donc, il a tout expliqué. Quand on prend le problème de l'électricité, lui-même, avant d'aller au Congrès, il nous avait déjà dit à l'Hôtel Ivoire, ce jour-là, j'étais là-bas, le jour où on devait aller présenter ou investir les candidats du RDP aux élections municipales et régionales, il a parlé de ça et il nous a dit qu'en 2025, la Côte d'Ivoire sera le seul pays à être électrifié, en tout cas à 100%. Et il est venu, il a répété les mêmes choses au Congrès. Mais quand tu vois ça, et moi, quand moi je prends l'exemple, si moi, ma sous-préfecture, en 2021, dans ma sous-préfecture qui compte 245 villages, il ne restait que 2 villages pour faire du 100%. Et à l'heure où je vous parle, la sous-préfecture de Kourou est totalement électrifiée à 100%. Et donc, ce sont des statistiques, je ne sais pas sur ces statistiques-là pour se prononcer. Et moi, j'imagine, dans mon cas actuel, peut-être que d'autres sous-préfectures sont aujourd'hui à 100%. Et donc, contrairement aux autres régimes, quand le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, on n'était même pas, peut-être même à 45% du taux d'électrification de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on est à plus de 88%. Et quand on regarde ça, et puis on regarde aussi l'allure, la façon dont les choses sont en train de partir, on se dit que réellement ce que le président a dit, on va atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et ça, dans le domaine de l'électricité, tout le monde le sait. Et quand vous restez à Abidjan, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a du travail qui est en train de se faire dans les villages. Et il a dit, tous les villages qui ont plus de 500 âmes seront électrifiés. Et moi, j'ai vu chez nous là-bas, des villages ont été regroupés pour être électrifiés. Et ça, c'est une bonne politique. Dans le domaine de l'eau, il a aussi parlé de l'eau. Et il y a des contrées, il n'y avait même pas d'eau. Mais aujourd'hui, quand vous rentrez là-bas, vous allez trouver l'eau. Donc, il a parlé de l'eau. Mais quand il finit ça, il va aussi venir nous parler des routes, des infrastructures. Mais aujourd'hui, à Abidjan, qui ne voit pas le problème, les travaux qui sont en train de se dérouler? Et tout le monde voit le travail. Et donc, ça, c'est du réel. Ce n'est pas de la fiction. Mais aujourd'hui, quand vous sortez, parce que quand vous êtes ici à Abidjan, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un travail qui est en train de se faire dans le pays. Mais c'est quand vous sortez, vous vous rendez compte que, mais tout ce qu'on voit à Abidjan, mais ça, c'est rien. Et moi, je le dis honnêtement, il y a des routes là, à l'intérieur du pays, qu'on n'avait jamais imaginé qu'on pourrait avoir du bitume dans ces routes-là.
Mais aujourd'hui, depuis que le président Hassan Ouattara est venu, il a refait tout. Et même les routes qu'on ne peut pas bitumer tout de suite, il a rechargé ces routes-là. Et lui-même l'avait dit dans son programme Ado Solutions. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, ceux qui ont l'occasion de revoir ce livre-là, de partir consulter ce livre-là, et vous allez voir que tout a été ficelé dans ce livre-là. Seulement que chaque fois, il ne fait que réactualiser. Et donc, dans le domaine de route, il n'y a rien à dire. Mais quand on prend le domaine de l'éducation, et il a même dit, dans le domaine de l'éducation, vous avez vu en termes d'université. Et comme ça, il a félicité le ministre Diawara pour le travail qui a été abattu. Et moi, je me souviens, le cas, bien avant d'arriver sur le cas des universités, moi, on est allé pour un sondage à l'intérieur du pays. Et moi, j'ai eu la chance, on m'a envoyé à Bondoukou. Mais à l'époque, parce que moi aussi, j'ai fait une partie de mon parcours scolaire à Bondoukou. Mais là-bas, il y avait la baisse des tensions. Ceux qui ont fait Bondoukou peuvent venir témoigner ce que je suis en train de dire. Il y avait la baisse des tensions. Depuis qu'on a commencé l'émission, peut-être on a eu, comment on appelle, la coupure de courant, peut-être 5 ou bien 6 fois comme ça. Puisque Bondoukou est une ville frontalière. Du coup, les installations, il y avait une défaillance au niveau des installations. Mais ce n'était pas sous le pouvoir du président Hassan Ouattara. Et quand nous sommes allés, quand tu interroges une personne, la personne te parle de ce problème. Et on a fait remonter les informations. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Bondoukou, le problème est résolu. En même temps aussi, dans cette même lignée-là, à Bondoukou, les gens ne faisaient que demander une université. Ils ne faisaient que demander une université. Parce que Bondoukou est un peu excentrique, à l'est, quand même, il fallait une université. Et tout ça là, nous avons rempli les questionnaires et on a fait remonter. Le président Hassan Ouattara, quand il arrive, il regarde. Et encore, nous sommes répartis aujourd'hui, le dernier sondage qu'on a eu à faire, moi, avant ce sondage du 5 mai là, d'autres là, j'étais là-bas. Mais aujourd'hui, quand vous partez, moi, c'est une fierté pour moi de savoir que j'étais de cette mission-là où on m'a dit, il faut dire au président, nous, on a besoin d'une université. Aujourd'hui, quand moi, je vois l'université de Bondoukou qui sort des terres, moi, je me dis, j'ai participé au développement de ce pays-là. Donc, en termes d'université, il a rempli son contrat. Quand il prenait le pouvoir, on avait 3 universités en plein temps. Celle de Cocody, de Bouaké, où lui-même, quand il était Premier ministre, il a contribué à construire Bouaké, et puis Nangui à Brobois, c'est-à-dire à Bobo Adjamé. Donc, on n'avait que ces 3 universités fonctionnelles. Daloa et puis Koro, c'était des URS, c'était des unités de recherche régionales, un truc comme ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 9 universités. Et il a même ironisé, vous le connaissez. Il a dit, mais le ministre Diawara me fait dire que nous sommes à 9 universités. Mais c'était pour chiaiter l'opposition, qui ne fait que gueuler. Mais il y a ce qui fait les universités à 9, beaucoup de personnes ne savent pas. Il y a une université qu'on appelle l'université virtuelle. Et donc, quand on voit tout ça là, on se dit que le président Hassan Ouattara a travaillé. Mais regardez, contrairement à qui, lorsqu'il cherchait le pouvoir, a dit aux gens, dès que j'arrive au pouvoir, avec 10 petits milliards, je vais construire des universités. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a même pas pu construire, il ne serait-ce que, il n'a même pas pu faire une brique. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes-là qui parlent. Mais regardez les salles de classe qui sortent. Chaque année, il y a les salles de classe. Donc le président Alassane Ouattara, il n'a pas usurpé son pouvoir là. Et voilà pourquoi vous voyez, quand il entreprend une action, on a l'impression que c'est de la magie qu'il fait. Non, ça a été préparé. Ça a été préparé. Vous-même, vous avez vu, en termes de route, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Ils ont tout dit ici.
Et jusqu'à, pour montrer leur incompétence, pour montrer qu'ils ne sont pas venus pour travailler pour les Ivoiriens, ils nous ont dit que le goudron coûte cher. Il faut dire aux Ivoiriens que le goudron coûte cher. Il faut dire aux Ivoiriens que la santé coûte cher. Sans rien apporter comme solution à ces problèmes-là. Quand quelque chose coûte cher, on trouve une solution parce que c'est à cause de ça qu'il a été élu. Mais on n'a pas vu ça. Mais il n'y a que le président Alassane Ouattara qui vient et qui met tout en place. Tout est bien ficelé et tout est cohérent. Quand on va dans une contrée et qu'on va s'asseoir devant les populations et qu'on dit oui, que le goudron coûte cher. Mais vous voyez comment c'est honteux. Et Laurent Gbagbo est la triste parenthèse de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais regardez encore, quand on prend le FAFSI, quand on prend le FAFSI qui est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, et le président Alassane Ouattara a parlé du FAFSI devant le Congrès. Parce que dans son programme, il avait accordé ce choix-là aux femmes de Côte d'Ivoire. Parce que, comme on le dit, c'est la femme qui donne la vie. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, quand vous rentrez, vous allez trouver que c'est la femme qui est au cœur même de la famille. Et c'est elle qui aide le monsieur à scolariser les enfants. C'est elle qui aide le monsieur à soigner ses enfants. C'est-à-dire qu'elle est au centre de tout. Mais quand le président Alassane Ouattara voit que la femme là, sans la femme, on ne peut pas construire une bonne société. Mais pour mettre la femme, pour donner la place qu'elle mérite, le président Alassane Ouattara va mettre en place ce qu'on appelle le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et ce fonds-là, il est destiné à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans RHDP, sans PPACI, sans RDR, sans PDCI, sans IDPCI, quelle que soit ton ethnie, quel que soit ton ta chapelle politique, à partir du moment où tu es une femme de Côte d'Ivoire, tu as droit à ces fonds. Mais bien avant qu'on arrive au pouvoir, la première dame le faisait déjà avec son ONG. Donc elle a créé son ONG, elle le faisait. On arrive au pouvoir, le président Alassane Ouattara renforce ça avec son cabinet. Aujourd'hui, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a augmenté jusqu'à 400 milliards. Mais qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est la bonne utilisation de ce fonds-là par les femmes de Côte d'Ivoire qui fait qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a eu ce courage-là encore d'augmenter l'enveloppe. Et quand on augmente l'enveloppe, nous qui sommes les hommes, ça ne peut qu'être une fierté pour nous. Parce que imaginez-vous un instant, quand la femme arrive à faire son commerce, mais je pense que quelque part, l'homme est soulagé. Mais quand vous voyez les témoins de ces femmes-là qui disent toujours merci au président, merci à la première dame, de leur avoir donné, cette occasion-là, et je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ça. Mais pour montrer au président qu'elles sont bien contentes du président, qu'elles sont contentes des actions du président, les femmes de Côte d'Ivoire vont décider de rendre hommage au président et de lui dire merci pour tout ce que tu as eu à faire pour nous. C'est ainsi qu'elles se sont retrouvées au parc des sports de Trècheville. Toutes les couches sociales des femmes, tout le monde était là-bas. Et elles ont dit merci au président pour tout ce qu'il a eu à faire depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays. Et remercier aussi la première dame. Parce que c'est aussi ça. On nous a toujours dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais je crois que la Côte d'Ivoire sait aujourd'hui ce qu'on appelle être président, ce qu'on appelle avoir un président et ce qu'on appelle avoir une première dame. Moi, je le dis honnêtement. D'autres penseraient que le président Alassane Ouattara allait tout focaliser au nord et puis laisser. Mais bien au contraire, c'est le contraire. Mais nous, on est fiers de savoir que les femmes de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui autonomes. Et grâce à ça, il y a beaucoup de choses qui changent dans certaines familles. Et quand vous voyez les témoins qui disent « Ah, à cause de ce fonds-là, mon mari ne travaille pas,
j'arrive à scolariser, je prends en charge la famille, l'école des enfants, je pense que j'ai rien à redire si ce n'est de dire merci au président, merci à la première dame. Et ça, on l'a fait. Mais regardez, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, est-ce que Simone Gbagbo a pu faire ça aux femmes? Non. Mais elle s'est inscrite dans un projet de création des escadrons de la mort. Et elle a encouragé les viols de nos femmes à l'école de police. C'est Simone Gbagbo qui a fait ça. C'est Simone Gbagbo qui a fait ça. C'est-à-dire qu'elle s'en foutait de la vie humaine de la femme. Et elle a dévalorisé la femme. La femme qui est pour nous, en tout cas, sacrée, mais elle a dévalorisé la femme. Accepter qu'on viole des femmes et venir s'asseoir sur un plateau de télévision et dire que ces femmes-là ont cherché, elles ont mérité, donc il fallait les violer. Mais notre très chère première dame, Dominique Ouattara, elle a dit non, la femme ne mérite pas ça. Il faut réhabiliter la femme dans ses droits. Et c'est comme ça, elle a réhabilité les femmes dans ses droits. Et le président ne s'est pas arrêté sur le FAPSI. Regardez le nombre de femmes qui occupent les postes de responsabilité au haut niveau de la politique, au haut niveau de l'administration. Et ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, quand on voit des gens qui veulent politiser, cette activité, mais je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas mener une action ici sans que d'autres personnes ne politisent l'action? Et c'est ce qui est le drame en Côte d'Ivoire. Je crois que les gens ont commencé à comprendre que cette activité-là, ce n'était rien que de dire merci au président. Ça, c'était le fond farci. Mais quand on finit ça, le président Alassane Ouattara, il a dit on ne peut pas développer un pays tant que la jeunesse n'est pas autonome, tant que la jeunesse ne travaille pas. Le président Alassane Ouattara va mettre en place cette structure-là qu'on a appelée l'emploi jeune. L'emploi jeune qui s'occupe de la création et de trouver du travail aux jeunes de Côte d'Ivoire. Et le ministre Touré Mamadou, tu le disais éclairé, le président a eu à féliciter le ministre Touré Mamadou pour tout le travail qui a été fait. Mais contrairement à l'opposition toxique, l'opposition incapable au fond noir, qui n'a rien proposé à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui est en train de chialer partout. Donc le président Alassane Ouattara, quand il le fait, c'est une vision. On gouverne un pays avec une vision. On ne peut pas gouverner un pays dans le billard. Voilà pourquoi vous avez vu, ces bougnous-là ont échoué à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais cette vision-là, c'est ça. Et même tout ce que nous sommes en train de voir, et puis les gens disent n'importe quoi, mais nous, le président Alassane Ouattara, nous les regarde pas, hein. Il va dans sa vision. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va lui demander des comptes. Il aura à faire le point au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, il allait parler aux parlementaires, au peuple de Côte d'Ivoire, à travers les deux chambres, comment on appelle, du Congrès. Donc, le discours était tellement clair qu'il n'y avait rien à ajouter. Mais ceux qui se plaignent que le discours est vide, il n'y a rien eu. Mais sur la question de la cherté de la vie, le président Alassane Ouattara est revenu. Il a reconnu qu'il y a du travail qui a été fait, mais il reste encore à faire beaucoup de choses. Il a reconnu. Il n'a jamais dit à quelqu'un que tout était rose en Côte d'Ivoire. Et nous, sur cette plateforme, on a toujours dit que tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes, là, on a fait parler avec certaines personnes qui voulaient forcément nous faire croire que tout est beau en Côte d'Ivoire. Éclairé, tu es témoin, tous les élèves de la presse sont témoins. Nous, on a dit, certes, nous sommes RHDP, mais on ne peut pas accepter qu'on vienne nous mentir. On a tapé du poing sur la table et on a dit, oui, beaucoup a été fait. Ne pas reconnaître ce qui a été fait, ça sera fait preuve de malhonnêteté. Et comme nous, on n'est pas malhonnête, nous, on a dit que le président Alassane Ouattara a travaillé. Mais le seul point
où nous n'étions pas d'accord avec le président, c'était la question de la justice. Nous, on a toujours dit ça. Et donc, le président a parcouru tout, même la question des droits de l'homme. Il a parlé, la liberté de la presse. Qui aujourd'hui peut dire que le président Alassane Ouattara a mis un journaliste en prison? Non. Chacun dit ce qu'il a envie de dire, à tel enseigne qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites dans cette question comment on appelle, de la liberté d'expression. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a progressé nettement sur plusieurs points. Donc, le Congrès, l'opposition qui dit que le discours n'était pas bon, il faut que les gens comprennent que, pour eux là, il fallait que le président Alassane Ouattara vienne dire devant le Congrès, je ne suis pas candidat aux élections présidentielles de 2025. Premier point. Le deuxième point, Laurent Gbagbo, je vais parler à la justice pour que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale. Troisième point. Le deuxième point. Et puis, le troisième point, le président Alassane Ouattara devait dire qu'on va casser la CEI et reprendre la composition de la CEI. Le quatrième point, le président Alassane Ouattara devait dire à l'opposition, on va revoir le découpage électoral. Et quand le président Alassane Ouattara allait parler de ces 4 points-là, sans dire au peuple de Côte d'Ivoire, voilà tel nombre d'infrastructures que j'ai construites, voilà ce que j'ai fait, l'opposition aurait dit que le président Alassane Ouattara, il a fait un beau discours. Mais quand le président ignore tous ces points-là, parce que ce n'est pas important dans la vie de la nation, quand le président vient parler à ses compatriotes, au peuple de Côte d'Ivoire, l'opposition dit, comme le président Alassane Ouattara n'a pas dit que Gbagbo est candidat, lui n'est pas, et que lui va se retirer, on va recomposer. L'opposition dit que le président a très mal parlé, qu'il n'a rien dit. Le roi? Oui. Dans 10 minutes, ils vont nous couper, puisque après 8 heures du temps... Non, je vais finir. Et donc, il n'a rien dit. Donc, vous voyez que cette opposition-là est en perte de vitesse. Cette opposition est en perte de vitesse. Mais nous, on n'en a rien à foutre avec que Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale, qu'il ne soit pas inscrit sur la liste électorale. Nous, on s'en tape. Il n'a qu'à se référer à la justice. Le président n'a pas parlé de ça. Et je crois que ce n'était même pas le lieu indiqué de venir parler de ça. Et comme ils vont nous couper dans 10 minutes, je vais finir sur le point de Thiam. Depuis que Thiam a été élu président, c'est sa première grande sortie qu'il a eu à effectuer à Soubré. Et ils ont convoyé les gens pour aller au meeting. Mais là n'est pas mon problème. Pourquoi le choix de Soubré? Il faut qu'on s'interroge. Pourquoi le choix de Soubré? D'autres vont dire, mais pourquoi il a choisi Soubré? Là-bas, c'est un peu chaud. Non. Tidjane Thiam, c'est pourquoi ils ont choisi Soubré. Mais à l'époque, là, Soubré était la boucle du cacao. Et peut-être même du café. Mais vous savez, nos frères à temps, surtout les Baoulés, ce sont des travailleurs. Ils travaillent la terre. Et donc, beaucoup de Baoulés se sont retrouvés bien avant les indépendants dans cette zone-là. Puisque cette zone était propice à la culture du café cacao. Ils se sont retrouvés là-bas, ils ont fondé des villages. La majorité des campements que vous allez voir à Soubré, comme on appelle, dans la Nawa, mais vous allez trouver que ce sont des campements baoulés. Et donc, à tel enseigne qu'ils ne peuvent même plus se retourner chez eux. Et là-bas est devenu chez eux. Quand ils ont fondé tous ces villages-là, et je crois que le PDC, c'était une des grandes passions du PDCI. Mais ce passion-là a basculé quand le PDCI a perdu les élections. Et il y avait un cadre éminent qui était là-bas, Marcel Zadi Kessi, qui était vraiment un grand cadre de Soubré, qui faisait l'unanimité et qui faisait la force du PDCI dans cette zone. Et après, il est décédé. En 2010, quand on est allé aux élections, mais le RHDP a gagné dans cette zone. Mais pourquoi le RHDP a gagné? Parce qu'il y avait cette forte communauté baoulée à Caen dans cette zone-là. Et
les Baoulés, les Akans avaient été menacés par le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et on leur disait partout, et on leur disait à qui voulait l'entendre, si Laurent Gbagbo gagne le pouvoir, on va vous arracher vos plantations. Ça a été dit. Nous, on a effectué des missions en 2010 là-bas. Et donc là-bas, les Baoulés, les Akans se sont sentis menacés. La seule alternative qui pouvait les sauver, c'était que le président Alassane Ouattara soit élu président. Parce qu'ils voyaient au président Alassane Ouattara comme celui-là qui allait protéger nos plantations s'il gagne les élections. Ils sont sortis massivement dans les campements pour voter pour que le président Alassane Ouattara gagne. Aujourd'hui, le PDC est en train de se reconstituer. Et les Akans qui ont voté pour le président Alassane Ouattara, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, aujourd'hui, ils voient en Tidjane Thiam leur alternative qui peut venir encore les sauver. Et donc, Tidjane Thiam, en choisissant ça, c'est pour aller regalvaniser et puis reconquérir ces militants perdus pour revenir au PDCI. Voilà pourquoi on choisit Soubré. Ne pensez pas que c'est un choix comme ça. Mais quand il arrive, les gens viennent de partout, il va distiller le mensonge. Mais quand il va distiller le mensonge, en nous disant que Félix Houphouët-Boigny, quand il partait à Yamoussoukro, il s'asseyait dans tous les villages pour boire du bandit. Les gens ont applaudi. Mais qui sont ceux qui ont applaudi? Ceux qui ont applaudi, je vais parler des nouveaux majeurs qui ne connaissaient, qui n'ont jamais connu Houphouët-Boigny, qui ne connaissent même pas l'histoire de Houphouët-Boigny. Mais Thiam qui se fait passer pour le petit-fils de Houphouët-Boigny, qui dit qu'il connaît Houphouët-Boigny dans toutes ses facettes, quand Thiam va dire que Houphouët-Boigny buvait du bandit à un enfant de 18 ans, vous pensez que ce petit-là peut dire à Thiam qu'il a menti? Non, il n'a pas connu Houphouët-Boigny. Il n'a pas connu Houphouët-Boigny. Donc Thiam a choisi sa cible et il sait devant quelle cible il faut dire ce genre de choses. Le nouveau majeur là, ils sont allés les conquérir aussi. Je ne dis pas qu'ils peuvent battre le RADP, mais nous sommes en politique, on ne néglige pas un adversaire. Le RADP là, nous on sait que c'est nous-mêmes, peut-être nous sera notre pire ennemi et notre adversaire. Mais nous disons que nous partons à des élections, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il a choisi sa cible et il a parlé à ceux qu'il voulait parler. Il a dit aux nouveaux majeurs d'aller se faire enrôler. Et quand vous regardez, aujourd'hui, les nouveaux majeurs, là, ils ne sont pas négligeables. Quand on fait la révision de la liste électorale et qu'on fait le pourcentage des nouveaux majeurs et, comme on appelle, ceux qui ont changé de lieu de vote, vous voyez que le pourcentage des nouveaux majeurs est élevé que ceux qui viennent changer de lieu de vote. Donc, c'est comme ça qu'ils sont allés à Soubré. Ils sont allés pour tester le terrain et en même temps reconquérir cette zone-là qui était tombée, comme on appelle, qui n'était plus PDCI. Donc, voilà, moi j'ai tenu à parler de ça pour que les gens se réveillent et qu'on ne tombe pas sur nos lauriers. Les militants sont mobilisés. Nous, on le sait. Les militants sont mobilisés. Mais on ne doit pas dormir. Il faut toujours parler. Il faut toujours parler de mobilisation afin que nous puissions gagner au premier tour en 2025. Éclairé, je vais m'arrêter là comme ils vont nous couper. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci d'avoir été dans le temps. Merci pour la perspicacité de tous ceux qui ont participé au direct du jour. On est à la 7e heure, 57e minute. Et Facebook nous avertit que dans 3 minutes, ils vont nous couper. Mais nous disons merci aussi à Facebook de nous permettre de partager nos idées. Et il y a eu des très brillantes interventions aujourd'hui, les unes que les autres. Vraiment, merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui ont soutenu l'émission en arrière-plan. Le roi, en 2 minutes, on va te laisser faire la conclusion. D'accord, ok, merci à tout le monde. On va plus tarder. Ouais, Facebook va nous couper. C'est vrai, on est déjà à 8 heures. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et restons ensemble et continuons à travailler. Ne regardons pas cette opposition-là. Et je dis aux gens, nous, on n'a pas peur. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est du folklore. Et moi, je profite pour féliciter l'honorable Dodo Gwali Junior pour tout ce qu'il a eu à dire hier sur NCI. Et franchement, moi, j'étais très content parce qu'il a dit tout haut ce que les gens ne veulent pas dire de Thiam. Nous lui disons merci et merci beaucoup à tout le monde. Et demain, c'est un autre jour.